Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Guillaume Chevrollier. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mes chers collègues, l'inscription à l'ordre du jour de notre Assemblée de ce texte est une très heureuse initiative. Cette proposition de loi qui traite de la question de la domanialité des ouvrages d'art répond à une inquiétude tout à fait compréhensible et donc à une demande de beaucoup d'élus locaux, notamment dans les territoires ruraux, dans les petites communes. C'est un sujet qui attend d'être traité depuis 2009, date à laquelle notre collègue Dominique Bussereau, à l'époque ministre des Transports, avait réuni une commission de travail sur le sujet. À son issue, deux propositions de loi ont été déposées au Sénat, l'une de sénateurs UMP, une autre de sénateurs CRC. Le changement de majorité au Sénat a voulu que ce soit celle des communistes qui a été discutée et adoptée à l'unanimité le 17 janvier 2012. Nous devons aujourd'hui au groupe GDR la poursuite de la discussion de ce texte qui a vu à nouveau son adoption à l'unanimité lors de la réunion de la Commission du développement durable le 13 mai dernier. J'avais moi-même déposé une proposition de loi sur ce sujet en juillet 2013 qui avait été co-signée par nombre de collègues puisque mon département, la Mayenne, est traversé par la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine. 57 communes sont impactées et de nombreux élus locaux impactés par le projet m'avaient alerté sur la nouvelle responsabilité qui leur incombe du fait de ces ouvrages d'art. Mais le texte qui nous réunit aujourd'hui ne concerne pas seulement les ouvrages d'art au-dessus des voies ferrées, mais tout ouvrage de rétablissement de voies. Sont aussi concernés les ponts au-dessus des routes, des autoroutes, des canaux et des voies navigables. Nous ne possédons pas de recensement de ces ouvrages d'art, mais on évoque 17 000 ouvrages sur le territoire national. Or, le problème est qu'à l'heure actuelle, la jurisprudence considère que les collectivités territoriales sont nécessairement propriétaires des ouvrages de rétablissement, ce qui n'est pas contesté. Mais ce qui l'est, c'est qu'elle considère que, par conséquence, la maîtrise d'ouvrage et les obligations de sécurité, d'entretien et de renouvellement de la structure de l'ouvrage d'art incombent aux collectivités au même titre que pour la chaussée. Or, cette charge est incompatible avec les ressources de la plupart des communes, notamment les plus petites, car les charges d'entretien, de réfection, voire de reconstruction sont incompatibles avec leur budget. L'enjeu financier global s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour les charges liées à la surveillance et à l'entretien et à plusieurs centaines de millions d'euros pour les travaux de renouvellement d'un ouvrage d'art. L'objet de cette PPL est donc d'établir une répartition claire des charges entre les communes et les maîtres d'ouvrage, ce que nous ne pouvons qu'approuver. Elle pose un principe simple, celui qui décide de construire une voie en assume les conséquences. Je m'en félicite, je milite pour le bon sens en politique et le service de l'intérêt général. Les collectivités sont donc dispensées de la prise en charge de la gestion, de l'entretien et de l'éventuel renouvellement de la structure de l'ouvrage de rétablissement, mais gardent la responsabilité de la chaussée et des trottoirs. Le texte prévoit d'instaurer l'obligation pour les parties de signer une convention, ce qui permet une clarification et une information des devoirs de chacun. Le texte que nous avons approuvé en commission va plus loin. Il envisage certes le statut des ouvrages d'art à venir, mais il autorise aussi une dénonciation des conventions existantes. C'est ainsi qu'en cas de litige, il permet qu'une nouvelle convention soit conclue sur la base des principes de répartition établis pour les ouvrages d'art futurs dans cette proposition. Il en serait de même pour les cas où aucune convention n'a été signée. Cette disposition avait provoqué, lors de la discussion au Sénat, la réserve du gouvernement d'alors, en la personne de M. Mariani. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? Le gouvernement, bien qu'ayant changé de majorité, a non seulement des réserves, mais par la voie de quelques amendements, vient détricoter le projet adopté à l'unanimité en commission. C'est vrai que ce gouvernement apprécie particulièrement le détricotage, notamment des mesures de la majorité précédente, mais le gouvernement vient réécrire des dispositions essentielles de ce texte et en supprimer d'autres. En effet, monsieur le ministre, vous voulez, par voie d'amendement, réécrire les alinéas 7 et 9 qui répartissent les charges qui vont régir les futures conventions dans le noyau de ce texte. Vous introduisez la médiation du préfet, qui lui saisira pour avis la Chambre régionale des comptes en cas de litige lors de la négociation de la convention. Cette médiation avait déjà été proposée au Sénat. Nous ne nous y opposerons pas. Par contre, votre amendement qui vient à modifier l'alinéa 14 tendrait à enlever une grande portée à ce texte. En effet, en une phrase, vous interdisez la dénonciation des conventions existantes
Par un autre amendement, vous nuancez ce recul en traitant à part le cas où un contentieux a été formé avant le 1er juin 2014. Donc nous ne pouvons que nous émouvoir de ces amendements. Vous argumentez légitimement ces amendements en soulignant l'enjeu financier de ces dispositions et le poids lourd infligé aux gestionnaires d'infrastructures. Mais justement, l'enjeu financier est la raison de la proposition de loi, parce que le poids financier que les petites communes, elles, ne peuvent assumer non plus. Donc, distinguer les cas où un contentieux est déjà engagé et injuste, car vous n'êtes pas sans savoir qu'une réelle épée de Damoclès pèse sur les élus. Beaucoup sont responsables d'ouvrages sans le savoir. Or, tant que ces ouvrages sont en bon état, le problème, bien sûr, ne se pose pas. Mais qu'adviendra-t-il quand, dans quelques mois ou dans quelques années, des travaux leur seront imposés à des coûts qu'ils ne pourront assumer? De même, pour les cas où des conventions n'ont pas été signées, vous maintenez la situation actuelle, ce qui peut être intolérable pour certaines communes. Donc l'espoir né à la lecture de l'ordre du jour est donc nettement obscurci, et j'espère que dans le cadre de la discussion sur les amendements, nous pourrons retrouver le texte initial et donner ainsi satisfaction aux élus locaux inquiets qui attendent beaucoup de ce texte. Je profite d'ailleurs de cette tribune, Monsieur le Ministre, pour vous rappeler une autre demande des élus concernés par les lignes à grande vitesse, demande qui n'a toujours pas obtenu satisfaction. Ces communes qui subissent des effets indésirables nombreux du fait de la traversée de la ligne à grande vitesse et qui ne profitent pas de la proximité d'une gare. Ces communes subissent notamment des nuisances sonores, des contraintes liées à des routes barrées et qui fait fuir parfois des habitants. Et en plus de ces nuisances, ces projets d'infrastructure s'accompagnent de pertes de base fiscale sur le bâti et le non bâti, des inconstructibilités au pourtour de ces tracés. Et ces communes réclament une redevance pérenne annuelle, ce qui se fait pour d'autres infrastructures, comme les autoroutes, comme la ligne à très haute tension ou des éoliennes. Un fonds de solidarité territoriale avait été créé, mais avec une redevance forfaitaire annuelle et pérenne, avec un droit de subvention qui lui est plafonné à 80%. Et le candidat François Hollande avait laissé en son temps des espoirs de compensation à ces communes, et cette promesse a été oubliée par le président élu. Je viens donc vous rappeler cette promesse, Monsieur le Ministre. Au nom du groupe UMP, je viens donc, vous l'aurez compris, soutenir cette proposition de loi en espérant que le texte va à nouveau être voté à l'unanimité comme au Sénat, mais conforme à ce qui a été vu en commission, puisque ce texte ne mérite pas d'être tronqué avec les amendements du gouvernement. Donc, en votant le texte initial, nous mettrons ainsi un terme à cette responsabilité juridique des communes, responsabilité trop lourde pour elles, et ainsi nous garantirons la sécurité à nos concitoyens sur l'ensemble du territoire.